Autoroute A7, l'axe qui permet de rejoindre Marseille. Ce matin, la gendarme Sophie est appelée sur un grave accident de voiture. Avec son collègue, il doit faire vite pour se rendre sur les lieux. Vous voyez là, regardez, vous voyez l'accident. De l'autre côté, il y a les pompiers. Les secours sont déjà sur place. Selon les informations de Sophie, une puissante berline aurait quitté la route pour s'écraser en contrebas du rail de sécurité. À bord, un couple de touristes qui seraient toujours pris au piège des tôles de leur véhicule. Ce qu'on pense, c'est de suite protéger les lieux, qu'il n'y ait pas de suraccident. Après, on voit si les personnes sont blessées ou non, si on peut établir les circonstances. Ce genre d'accident, Sophie les redoute. Et à peine arrivée, elle est vite fixée. Oh la vache! La voiture est encastrée au milieu des arbres, 5 mètres plus bas. L'état de l'homme inquiète les médecins. Mais ils sont encore plus préoccupés par celui de sa passagère. Sortie de l'amas de tôle par les pompiers, elle est en état de choc. Madame, ouvrez les yeux s'il vous plaît. On va vous sortir de là. D'accord? La victime est consciente, mais les pompiers n'arrivent pas à évaluer correctement l'ampleur de ses blessures. Ils doivent l'examiner dans leur camion pour la déplacer en toute sécurité. Même les gendarmes sont mis à contribution. La victime se plaint de la tête. Elle a besoin d'une civière. L'opération est délicate. Des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Levez. Envoyez. Halte. Posez. 8 personnes sont nécessaires pour gravir les quelques mètres jusqu'à l'autoroute. La femme va pouvoir être auscultée par le médecin dans de meilleures conditions. Vous dites quand vous fait mal, madame. D'accord? Elle semble hors de danger. Mais vu la gravité du choc, les urgentistes ne veulent prendre aucun risque. Un hélicoptère a été demandé. C'est quand même des accidents qui sont habituellement très graves. Il y a souvent des victimes qui sont quasi mourantes en arrivant. Et là, Dieu merci, ces victimes ont l'air de s'en sortir plutôt bien. Pour gagner du temps, l'engin va se poser au beau milieu de l'autoroute A7. Sophie et ses collègues bloquent totalement la circulation. C'est très grand, c'est l'autoroute. Non, c'est vraiment lors de vraiment gros accidents où on ne peut pas faire autrement. On essaie toujours de laisser une voie libre. Voilà, je crois qu'il y a l'hélicoptère qui est en train d'arriver. S'ils veulent éviter un embouteillage monstre, les secours ont peu de temps pour transférer le couple de blessés. Surtout, un arrêt prolongé du trafic pourrait provoquer de nouveaux accidents. Allez, dans 4 minutes. On est dans 4 minutes, on décolle. 10 minutes plus tard, lorsque l'hélicoptère emmène les 2 victimes vers l'hôpital le plus proche, 6 km de bouchons se sont déjà formés. Pour Sophie et ses collègues, il est urgent de rendre l'autoroute du Soleil aux automobilistes. Au plus fort de l'année, ce sont plus de 20 millions d'automobilistes qui se croisent sur les autoroutes qui desservent le sud de la France. A6, A7 et A9, 800 km d'asphalte qui mènent au charme de la Méditerranée. Bouchons, accidents. Pour éviter crise de nerfs et grosses frayeurs, les gendarmes des pelotons de Nemours et d'Orange sont en alerte maximum. Allez, Loulou. Il y a les pompiers, il y a tout le monde là. Nous avons suivi leur lutte contre les chauffards qui, dans leur voiture surpuissante, jouent avec la sécurité des autres usagers. J'avance 170 maximum. Des conducteurs inconscients qui multiplient astuces et gadgets pour échapper au contrôle des gendarmes. Mais le danger n'est pas que sur la route. Certains escrocs tentent de se fondre parmi eux pour se livrer à leur trafic, comme ces receleurs de fausses monnaies qui arnaquent les stations-service et leurs clients. Ça, là, c'est criminel, hein, si vous braquez avec ça. Les gendarmes ont une hantise, les accidents de poids lourds et de cars qui menacent la sécurité des autoroutes. Alors ils font la chasse aux chauffeurs irresponsables. J'en ai marre, j'en ai plein mon cul. Entre l'inattention des uns et la fatigue de certains conducteurs, les week-ends de chassés-croisés sont les moments les plus délicats pour les gendarmes de l'A6. Car les accidents peuvent alors devenir dramatiques, surtout quand la vie d'enfant est en jeu. Allez, on est parti.
gars, après, il est venu nous voir pour nous demander s'il n'y avait personne de blessé. Il nous a dit qu'il s'était endormi. Avec près de 600 interventions entre les mois de juillet et d'août et seulement 80 gendarmes mobilisés, protéger les touristes sur les autoroutes du soleil, c'est tout, sauf des vacances. Ce matin, sur l'autoroute A7, il est à peine 8 heures, mais il y a déjà 5 fois plus de trafic qu'en temps normal. En ce jour de grand départ, 800 km de bouchons sont annoncés entre Lyon et Marseille. Au peloton d'Orange, le lieutenant Loïc se prépare à vivre une très longue journée. Forcément, plus vous avez de véhicules qui circulent en même temps, plus vous avez de risques d'accident. Les gens sont plus nombreux, donc là, il faut être particulièrement vigilant. Ce que Loïc redoute le plus, c'est le suraccident. À cause du manque d'attention de certains conducteurs, un deuxième carambolage se produit dans la foulée du premier. Nord, à 3 km à D'accord. Pour éviter ça, les gendarmes doivent fluidifier le trafic au maximum. Alors que le lieutenant Loïc se rend sur place, il tombe justement sur l'un de ces automobilistes à la conduite à risque. Là, on est derrière, ça fait 5 minutes. Voilà, vous voyez, les gens ils sont dans leur bulle, dans leur sphère, et vous comprenez mieux pourquoi il peut y avoir des accidents. Un quart d'heure plus tard, le lieutenant tombe sur l'accident et les deux voitures stationnées sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonjour, tout va bien? Il y a des dommages. Un peu de carrosserie, mais tout va bien, vous allez bien? Sans le vouloir, ces automobilistes distraient les autres conducteurs, augmentant le risque d'un suraccident. Alors Loïc va les obliger à quitter la voie d'urgence au plus vite. Si vous pouvez reprendre les véhicules, s'ils démarrent, et essayer de trouver comment ça s'appelle, un refuge. Un refuge, ça permettra éventuellement... Voilà, parce que si le dépanneur arrive derrière et les pompiers arrivent derrière, il va falloir libérer la bande d'arrêt d'urgence. D'accord? Mais les jours de forte affluence, il n'est pas toujours facile de trouver un refuge disponible. Car certains confondent parfois arrêt d'urgence et moment de repos. En fait, ce monsieur-là, à mon avis, il n'est pas en panne. Bonjour monsieur. Eh non, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Interdit, vous le savez très bien. Moi j'ai des gens qui sont en panne là-bas, d'accord? Vous remballez et vous partez. Merci. Ce routier a choisi de s'installer à 1 mètre de la circulation pour se faire cuire un œuf. Mais il a très bien compris. Pour le lieutenant, ce n'est pas une plaisanterie. C'est à cause de ce genre de comportement que les accidents se multiplient. 1 minute. Le problème, c'est que si on a un camion qui est garé sur la bande d'arrêt d'urgence, enfin sur le refuge, c'est juste pas possible. Donc là, ils vont prendre tout son barda et il va aller faire sa pause un peu plus loin, là où il a le droit de faire sa pause, sur 1 heure de service. Mission accomplie pour Loïc, qui va pouvoir maintenant prévenir les accidentés que la place est libre. Malgré ses efforts, à quelques kilomètres de là, un nouveau suraccident vient de se produire. Cette fois, c'est un de ses adjoints qui s'y rend. 1, 2, 3, c'est le 4e, tu vois. Quand il y a un accident d'un côté, les gens regardent. Et souvent plus haut, il y a un nouvel accident. Et cela aurait pu très mal finir. 4 voitures sont percutées. Parmi elles, celle d'une famille avec 3 enfants qui partaient en vacances. Au départ, il y a ce conducteur allemand, pas assez concentré sur la route. Au docteur ou non? Non. J'ai un peu mal au nez, mais ça va. Ok. Nous, on ralentissait fort. Et le monsieur allemand, je pense, arrivait trop vite. Donc il a percuté la dame qui nous a percutés. Finalement, plus de peur que de mal. Personne n'a été blessé, même si la fille de cette autre conductrice accidentée est encore sous le choc. Allez, Lily. Il y a des pompiers, il y a tout le monde. D'accord? Pour cette famille, les vacances commencent plutôt mal. C'est pas grave, c'est que du matériel. C'est du matériel. Ça aurait pu être bien pire. Ce week-end-là, les gendarmes de l'autoroute A7 sont intervenus sur 8 accidents. Heureusement, ils n'ont eu à déplorer qu'un seul blessé léger. Mais c'est une autre affaire qui les a mobilisés. Car au peloton d'Orange, on ne gère pas que les urgences de la route. On sécurise aussi les aires de repos, car elles attirent les délinquants de toutes sortes. Vol à main armée, vol de fret, vol de carburant
les gendarmes ont fort à faire. À mon avis, là, il est au téléphone avec sa hiérarchie. Julie et sa collègue enquêtent sur une histoire inquiétante. Depuis plusieurs semaines, de faux billets seraient écoulés dans l'une des stations-service les plus fréquentées de l'autoroute A7. Ici, pendant l'été, plus de 30 000 personnes s'arrêtent. Bonjour. Pour faire face à ce flot de clients, la station fait appel à des extras, de jeunes employés qui trouvent là un petit boulot pendant leurs vacances. Le problème, c'est qu'ils sont souvent inexpérimentés. Les employés sont briefés, mais bon, après, il y a des billets qui sont plus ou moins bien faits. On a des employés qui sont saisonniers, donc qui n'ont jamais été confrontés à ce problème et donc se font avoir beaucoup plus facilement. Pendant plus d'1 heure, Julie va auditionner ces jeunes, à la recherche du moindre indice. Finalement, l'un d'entre eux va se souvenir d'un client un peu particulier. J'étais en boutique et puis il vous payez, il me donne le billet de 100. On prend le billet de 100, il dit non monsieur, je ne prends pas votre billet de 100, il est faux. Il est faux, pourtant on me l'a redonné à l'instant. Non, il est faux. Si l'homme a marqué l'employé, c'est parce qu'il est réapparu quelques jours plus tard, en essayant cette fois de partir sans payer. Il y avait 62 € et quelques d'essence. Ouais. Voilà, je lui ai dit, bon, quoi qu'il en soit, si vous ne me payez pas à moi, j'appelle la gendarmerie. Julie sent qu'elle tient une piste. Elle cherche à obtenir la description physique de ce suspect présumé. 1m75 et 1m80, ouais, 25, 30, 25, 30 ans. Les cheveux, ils sont courts, ils sont quelle couleur? D'accord. Des indices précieux, car dans cette station-service, une dizaine de caméras filment en permanence. Des images parmi lesquelles les enquêtrices vont tenter de découvrir le suspect. Quelques heures plus tard, au peloton d'Orange, grâce à la description de l'employé, Julie a repéré un homme au comportement suspect parmi la foule des clients. Allez. Et le voici sur cette vidéo, en train d'essayer d'écouler ce qui pourrait être un faux billet. Il est là, il pose ses 2 paquets de chips. Voilà, et là, il attend le billet. 50 €, l'employé va vérifier au détecteur. Il lui rend. C'est un faux. Le suspect a une technique bien rodée. Quand il se fait repérer, il se met en chasse d'une proie plus facile. En fait, on voit qu'il est dans le couloir au niveau des caisses. Et pendant 1 minute 30, il va observer les caissières. Il essaye de repérer la caissière ou le caissier qui, je dirais peut-être le moins expérimenté. Donc là, l'individu va lui demander de la monnaie, son billet de 50 €. Donc elle va prendre son billet de 50 € et elle va lui donner 50 € en espèces. Donc billets et pièces. Pour l'escroc, c'est un jeu d'enfant. L'homme n'est pas un amateur. Il a étudié l'organisation de la station-service, notamment la rotation du personnel. À savoir que cette caissière-là est une saisonnière. Hein. Ça fait 3 jours qu'elle a commencé à travailler, donc elle n'a pas du tout les réflexes que peuvent avoir les employés qui sont là toute l'année. Hein. Et voici comment les gendarmes ont réussi à démasquer ce trafic de fausses monnaies. Quand on regarde les faux billets de 50 € qu'on a saisis, voilà, et quand on incline, l'encre ne change jamais de couleur. Autre indice, quand vous passez un vrai billet de banque, on se rend compte qu'il y a un fil métallique qui est inséré dans le papier. Donc ça, c'est un signe de sécurité. À gauche, le vrai billet. À droite, un faux, sans fil métallique. Le problème, c'est que le receleur n'a jamais été formellement identifié. En continuant ses recherches, l'enquêtrice a finalement retrouvé sa trace sur d'autres vidéos montrant les pompes à essence. On le découvre ici, en train de remplir le réservoir d'une voiture qui pourrait bien être la sienne. On voit le véhicule, la marque, la plaque d'immatriculation. Voilà, on a une tenue vestimentaire qui peut être importante si on doit mener une perquisition. Grâce à cette plaque, la gendarme espère pouvoir remonter jusqu'au suspect. Un travail de longue haleine. Mais heureusement, Julie va bénéficier d'un petit coup de pouce du destin qui va faire avancer rapidement son enquête. Retour sur l'autoroute. Ce matin, les gendarmes ont dans leur collimateur les chauffards qui circulent à bord de voitures surpuissantes et qui slaloment entre les véhicules au mépris du danger.
À cause de la densité du trafic, leurs écarts de conduite sont particulièrement redoutés. C'est l'appareil qui me permet de définir les vitesses à laquelle roulent les véhicules sur l'autoroute. Les hommes du peloton d'Orange ont décidé de monter une opération coup de poing contre ces délinquants de la route. Accompagné par 2 motards, Nicolas va se poster à un endroit stratégique de l'autoroute A7. Là, on est arrivé sur le poste de contrôle. On va déballer les affaires, on va préparer les jumelles. Ensuite, je vais appeler mes collègues qui sont en interception. Avec ses jumelles, Nicolas peut mesurer la vitesse d'une voiture à près de 500 mètres de distance. Caché au bas de cette descente, il sait que les chauffards arrivent à pleine vitesse. On se met là de façon à ce que les personnes qui descendent ne nous voient pas. Et surtout, ceux qui remontent ne nous voient pas non plus. Et le gendarme n'attend pas longtemps avant de contrôler les premiers bolides. C'est un homme qui conduit. J'ai pas réussi à prendre la plaque d'immatriculation. Nicolas vient de contrôler un chauffard à près de 182 km/h. Les 2 motards se lancent à sa poursuite. Grâce à leur puissante moto, ils ne tardent pas à rattraper ce conducteur inconscient. Sa course va s'arrêter juste avant le péage. C'est un jeune homme qui est au volant. Conscient que son excès de vitesse peut lui coûter très cher, il s'empresse de contester l'infraction. Mais son argument n'est pas très sérieux. Donc on vous a contrôlé à 5,82 km/h. Ah sérieux, il va pas à 182. Ça va à 170 maxi. Même si la vitesse maximum indiquée par les constructeurs automobiles est toujours surévaluée, le cadran de cette voiture affiche 210 km/h. Et dans tous les cas, le chauffeur est largement au-dessus de la vitesse autorisée. Il a un retrait de permis sur le champ, puisque ça fait une vitesse retenue supérieure à 40 km/h. Pour gagner quelques secondes de trajet, le conducteur a joué avec sa vie, mais aussi avec celle des autres. Aujourd'hui, il a tout perdu. Là, tant qu'il n'y a personne qui amène un permis valide... Le véhicule ne bouge pas. La seule infraction que je fais, bam, c'est une putain de truc de baiser. En plus, l'homme risque 2000 € d'amende et une peine de prison. Pour éviter cette lourde sanction, les grands chauffards multiplient les parades. Et vous allez voir comment aujourd'hui certains réussissent à sauver leur permis. Quelques minutes plus tard, les gendarmes épinglent un nouvel accro de la vitesse. C'est ça. Sa voiture de sport blanche vient d'être contrôlée à 160 km/h au lieu de 130. Après une dizaine de minutes, les gendarmes finissent par le rattraper. Et cette fois, l'automobiliste ne va pas contester les faits. Grâce à son avertisseur de radar, il a presque levé le pied à temps. Normalement, ça marche bien, je sais pas. En fait, vous n'étiez peut-être pas dans la zone à risque. Vous êtes peut-être un petit peu avant ou un petit peu après. Avant, vous êtes fuité maintenant. En passant sous les 30 km/h de différence avec la vitesse autorisée, l'homme en sera quitte pour une simple amende et un point en moins sur son permis. Mais ce qui agace le plus les gendarmes, c'est qu'il fait aussi profiter les autres conducteurs de son avertisseur. C'est pas bien du tout. Pourquoi? Une personne qui a commis une infraction, un crime, il suffit qu'elle ralentisse pour pas qu'elle soit appréhendée par nos services. Voilà. Évitez de le signaler. Vous avez suivi les recommandations? Évidemment. Face à l'explosion du nombre de ces mouchards, les gendarmes eux aussi réagissent. Désormais, comme Sophie, ils retournent les applications anti-radar contre les chauffards. Nous, on était là, on était ici, sur le point de contrôle. Donc, vous voyez, il y a les 2 petits gendarmes qui sont signalés. Nous, on est beaucoup plus loin, en fait, si vous voulez. Nous, on se trouve ici actuellement. Et ils s'en servent pour déplacer régulièrement leur contrôle de vitesse. Car en matière de sécurité routière, les gendarmes essayent toujours de garder un coup d'avance. Leur dernière arme, un radar mobile parfaitement indétectable. Alors, à l'avant du véhicule, on a une boîte qui est une caméra infrarouge. Dans la plaque d'immatriculation, nous avons le radar. Appareil photo invisible, système de traitement des données, tablette tactile. Cette voiture banalisée est en fait un petit bijou de technologie qui coûte plus de 70 000 €.
Et avec elle, les fous du volant n'ont aucune chance. Que le véhicule nous passe ou que le véhicule nous croise, s'il est en excès de vitesse, le radar va calculer la vitesse dont le véhicule roule. S'il est en infraction, il sera verbalisé pour cette infraction, sans même le savoir. Nicolas va maintenant se glisser incognito au milieu de la circulation. Et il n'a plus qu'à attendre patiemment qu'un automobiliste se jette dans ses filets. Quelques minutes plus tard, le conducteur d'une grosse berline le double, sans se douter un seul instant de ce qui l'attend. Il est à 211. S'il vient avoir un accident à cette allure-là, ça serait un désastre. Ça va être un retrait de permis immédiat. Il va recevoir un courrier en recommandé en disant qu'il faut qu'il restitue son permis à la préfecture. Ça pardonne pas, quoi. Ah non, ça pardonne pas. Ça, c'est sûr et certain que ça pardonne pas. Si la plupart du temps, les gendarmes arrivent à déjouer les ruses des délinquants de la route, ils doivent faire face à un nouveau phénomène, inquiétant et incontrôlable. Sur les réseaux sociaux, certains aident les automobilistes à éviter les contrôles de police. Sur cette page est indiquée et actualisée la position exacte des radars. Et c'est Anthony qui en est l'auteur. À 21 ans, il n'a aucun complexe à aider les chauffards à contourner la loi. N'importe qui peut voir tous ces messages. C'est limite d'utilité publique. Ce service pas très civique rencontre un franc succès auprès des usagers. 18 mois après sa création, son blog comptait déjà plus de 37 000 aficionados. C'est le plus suivi dans le sud de la France, notamment par ceux qui fréquentent l'autoroute A9. Là, en l'espace de 5 minutes, on a un contrôle là-bas à moins d'1 kilomètre. De l'autre côté, pareil. Derrière l'autoroute, il y a un autre contrôle. Anthony part vérifier l'information que vient de lui envoyer un internaute. Comme les avertisseurs de radar, sa page est alimentée par ses adhérents. Du coup, ce paysagiste de métier passe tout son temps libre sur la route. Sur tous les messages que je reçois, je me donne 30 minutes. Si le message, l'information que j'ai reçue date de plus de 30 minutes, je ne publie pas. Cette réactivité est pour lui le gage de son succès. Ah, ils sont là. Les voilà, les coquins. Ah, mais ils cherchent quelqu'un, à mon avis. Cette fois, sa page sera consultée par plus de 4000 personnes. Autant de conducteurs qui n'ont pas perdu de points sur leur permis de conduire ce jour-là. Nous sommes à la feria de Béziers. Pour dénoncer ce qu'il estime être un racket de l'État, Anthony a décidé de se confectionner un déguisement de super radar. Au milieu de tous ces badauds, le jeune homme se rend très vite compte de sa popularité. Oh mec, oh je t'aime, oh merci mon gars. Tout le monde le remercie et chacun veut son selfie avec le sauveur de son permis de conduire. Je suis motard, il m'a permis de rouler à 220 km/h sur certaines routes. Ça nous évite quand on rentre de boîte, si jamais on n'a pas nos papiers ou quoi, de se faire contrôler, de se faire emmerder. Donne-moi un peu, Légitimation de la grande vitesse, de l'alcool au volant, les effets pervers de ces initiatives anti-radar inquiètent les pouvoirs publics. Et Anthony a beau distribuer des éthylotests à ses fans, il n'a pas l'air de prendre conscience de la portée de ses actes. Ah bah ça fait plaisir forcément, hein. Quand il y a plein de gens qui vous remercient, ça peut que faire plaisir. Si pour l'instant tout cela semble un jeu, le jeune homme pourrait bien se raviser prochainement. En septembre dernier, 15 internautes se sont retrouvés face à la justice pour des faits semblables. Ils risquent 3 ans de suspension de permis, 6 points en moins et 15 000 € d'amende. À quelques kilomètres de là, pour les gendarmes de l'autoroute A7, l'enquête sur la fausse monnaie découverte dans une station-service connaît un nouveau rebondissement. Depuis une semaine, Julie recherche l'homme qui a écoulé de faux billets de 50 €. L'enquêtrice pourrait bien retrouver sa trace ici, à la gendarmerie de cette petite ville de la Drôme, tout près de l'autoroute. Selon les gendarmes de cette brigade, l'escroc pourrait être passé à l'action dans un commerce de la ville. On va le voir arriver. D'accord. Ah ouais, c'est lui, aucun doute. Ah, c'est la même tête. Sur la vidéosurveillance transmise par la boutique, Julie reconnaît immédiatement son suspect. Même aspect physique, mais surtout même mode opératoire. Donc là, il va sortir une liasse. Voilà, là on voit la liasse.
qu'il a dans sa main. Et il en récupère un. Il récupère un billet, il met le reste dans la poche. Et le patron, il arrive et c'est là où il refuse le billet de 50 €. D'accord. Quand il lui a refusé le billet, est-ce qu'il a payé avec un autre billet ou est-ce qu'il est reparti du coup bredouille? Il a dit je comprends pas, c'est ma banque qui me l'a donné. En voulant écouler sa fausse monnaie dans cette commune, le suspect a peut-être commis l'erreur de trop. Car ici, les gendarmes ont des yeux partout et d'un genre nouveau. Des yeux invisibles qui ne laissent aucune chance aux délinquants, les caméras LAPI. LAPI pour lecture automatisée de plaques d'immatriculation. Tout véhicule qui passe automatiquement est contrôlé par cette caméra. Donc quand on fait une recherche avec la plaque d'immatriculation, le système informatique indique le nombre de fois et à quel endroit le véhicule est passé. En consultant ces données, les gendarmes vont découvrir une information capitale pour la suite de l'enquête. Le véhicule a été enregistré 58 fois donc dans les 15 derniers jours. Et la dernière fois, c'était cette nuit à 1h53 du matin. La fréquence pourrait indiquer que le suspect habite ici, dans la commune. Julie décide d'envoyer une patrouille, non loin de la caméra, qui a identifié l'immatriculation pour la dernière fois. À sa tête, le brigadier Jacques. Le lecteur de plaque, il est juste avant le panneau, là. Et cette caméra se trouve non loin d'une cité. C'est donc là-bas que Jacques décide de poursuivre sa ronde. À peine entré dans la résidence, coup de chance. Au milieu des immeubles, le gendarme tombe sur la voiture du suspect. Pour ne pas éveiller les soupçons, il rebrousse chemin et avertit immédiatement le capitaine de la brigade. Oui, patron, la Fiesta, je l'ai trouvée. Elle se situe en plein milieu de la cité. Il y a l'équipe qui va se mettre en place pour surveiller la voiture. Et nous, on sort du dispositif pour éviter d'être repérés. Dès lors, c'est ce gendarme en civil, Alexandre, qui prend le relais. À bord de sa voiture banalisée, il va se poster au plus près du véhicule du suspect, au cas où il reviendrait. Et au niveau de la distance, on est un peu loin, mais plus près, après, c'est un peu chaud. Pour ne pas que le conducteur leur échappe, les gendarmes mettent au point une stratégie. Si ça bouge, je vous appelle, on vous appelle. Hein. Alexandre doit identifier le trafiquant, tandis qu'une deuxième équipe postée en retrait se chargera de l'interpeller. Là, le top, vous le donnez quand? Quand ils montent dans le véhicule et que le véhicule bouge. Hein. La surveillance dure depuis plus d'une demi-heure et toujours aucun mouvement à signaler autour de la voiture. Alexandre est inquiet, il pourrait finir par se faire remarquer. Soudain, un jeune homme, torse nu, apparaît. Il correspond au signalement du trafiquant présumé. Alexandre donne l'alerte. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la voiture, là. Donc nous, on se positionne dans le véhicule. Ouais, il part en fait. Ouais, il vient sur la gauche, donc il vient à centre-ville. Le gendarme le prend en filature. Et il comprend très vite qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Putain, il est derrière nous, là. Il est derrière nous, on est dans une cité, putain de merde. En une fraction de seconde, les rôles se sont inversés. Désormais, c'est le gendarme qui est suivi par le suspect. Alors, pour éviter de faire capoter l'arrestation, il préfère décrocher. Il est toujours derrière nous, donc là, je vais tenter de... Je fais comme si je retournais au centre-ville. Ah, il a tourné. C'est quoi, là? Il est sorti du véhicule? Non, je le vois plus, là, parce que j'ai fait moi, j'ai continué de rouler. Pendant ce temps-là, le trafiquant présumé est tombé nez à nez avec les gendarmes qui patrouillaient dans la rue d'à côté. Il vient d'être arrêté, sans comprendre ce qui lui arrivait. Vous savez pourquoi on vous interpelle? Non, mais bon. D'accord. Vous avez quelque chose sur vous? Non. Une arme, un couteau? Un couteau? Les gendarmes ont également trouvé des bijoux dans ce petit sac marron, ainsi que 275 € en liquide, avec beaucoup de billets de 50 €. Tous vrais. Il a beau jouer les innocents, le jeune homme vient d'être libéré après avoir passé 12 ans derrière les barreaux. Alors on vous arrête pour une mise en circulation de monnaie contrefaite et en cours légal. On vous expliquera tout. Placé en garde à vue, les gendarmes emmènent le receleur présumé pour fouiller son domicile. Leur objectif? Trouver des traces de son trafic, et notamment le même type de faux billets qu'il a tenté d'écouler sur l'autoroute. L'opération va être menée par Julie, l'enquêtrice du peloton. Le suspect vivrait dans un appartement de cet immeuble avec son frère et sa mère. Alors 6 gendarmes l'accompagnent.
Vas-y, venez. Oh purée! Oh là là! Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer. Je viens de squeeze. Cette maman semble ignorer totalement pourquoi les gendarmes sont là. Pourtant, son fils est un habitué de leur service. Et ce n'est pas la première fois que l'on vient perquisitionner chez elle. Non mais... Non, mais attends. Attends, tais-toi. Déjà, s'ils sont là... Vas-y, mais c'est bon, vas-y, arrête de parler. Vas-y, filme tout, vas-y, parle pas. Vas-y, parle pas. Non, je parle pas, même quand tu parles. Non, je parle pas. Vas-y, parle pas avec moi. Le suspect connaît parfaitement ses droits. Il sait que le silence est sa meilleure défense et il n'hésite pas à s'en prendre à sa mère pour qu'elle se taise. J'ai dit... Ça va, mais parle pas avec moi, c'est bon, mais parle pas, non. Ils ont rien trouvé. Et bah non, mais voilà, mais passe temps. Cette mère de famille n'en peut plus. C'est son deuxième fils qui va la réconforter. C'est rien, gars, t'inquiète pas, c'est que la connerie. Il faut leur travail, c'est tout. Oui, je sais, oui. Vêtements, commodes, débarras, les gendarmes inspectent les moindres recoins à la recherche de faux billets. Le suspect, lui, semble confiant. C'est sûr, vous n'avez rien trouvé. Cherchez quand même, On vérifie quand même, hein? Allez-y, vérifiez. Mais après 1 heure de perquisition, les enquêteurs n'ont toujours rien trouvé. Cela ne les empêche pas d'interpeller le suspect. Allez, c'est parti. Il sera conduit à la gendarmerie. Allez, madame, au revoir. Un dernier regard à son frère et à sa mère. Le receleur présumé de faux billets est toujours aussi sûr de lui. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les gendarmes ont un dernier atout dans leur manche. Les images de vidéosurveillance sur lesquelles ils l'ont identifié. Le face-à-face promet d'être électrique. Direction l'A6, l'autoroute qui relie Paris à Lyon. Cet axe est emprunté toute l'année par de nombreux autocars de tourisme, mais aussi particulièrement pendant les vacances. Chaque année, la période est marquée par de terribles accidents. Des dizaines de passagers à bord, ce sont autant de victimes potentielles. Alors, à la brigade de Nemours, les gendarmes sont en alerte. On est parti alors. Le gendarme Benjamin vient d'être appelé pour un accident qui aurait pu tourner au drame. L'affaire paraît compliquée. Une voiture a percuté un bus transportant des enfants et l'auteur de la collision aurait disparu. Le conducteur de la voiture aurait pris la fuite avec sa valise sur les bas-côtés de l'autoroute. L'autocar, le voici. Il ramenait une quarantaine d'enfants de colonies de vacances. Il a été percuté à l'arrière par cette voiture dans un piteux état. Le chauffeur du bus, lui, n'a rien pu faire. On a entendu un grand bruit, ça a fait une fumée derrière le car et le gars s'est arrêté là-bas. Le gars, après, il est venu nous voir pour nous demander s'il y avait personne de blessé. Il nous a dit qu'il s'était endormi. Et puis après, il est reparti vers sa voiture, puis il a disparu. Le chauffard a littéralement été pris de panique à l'idée de rendre des comptes aux gendarmes. Il en a même oublié ses papiers. Pour le retrouver, les hommes du peloton d'intervention ont été appelés en renfort. Là, je crois qu'il y a Seb qui est parti en recul et Davy qui est parti en avant. Donc on a une équipe de chaque côté pour l'instant, je crois. Sur l'autoroute. Et pour l'instant, ils longent l'autoroute. Mais pour Benjamin, il y a une autre urgence. Il faut évacuer les enfants vers l'aire de repos la plus proche. Allez, on est parti. Âgés de 4 à 14 ans, ils sont choqués. Il faut les rassurer au maximum et les faire patienter. À cause du choc, leur bus est hors service. On va tomber dans une heure de repos. Les enfants vont devoir attendre l'arrivée d'un nouveau véhicule pour rejoindre leur domicile à 70 km de là. Le drame s'est déroulé à moins d'1 heure de leur arrivée. Disons que sur une voiture, ça aurait été super violent. Et vu que c'était un car, c'était quand même assez violent. Il est 4 heures du matin. Tous les enfants sont enfin réunis à l'abri de cette station-service. Si les plus jeunes laissent retomber la pression, les organisateurs savent qu'ils ont eu beaucoup de chance. Mariam, bon, on est là. On va rentrer chez nous, avec un peu de retard, mais on va rentrer chez nous, il n'y aura pas de soucis. D'accord les enfants? Lorsque les enfants repartent enfin, le jour se lève. De leur côté, malgré leurs recherches, les gendarmes n'ont toujours pas retrouvé le chauffard. Quand soudain... Je le préviens, à tout de suite. Benjamin reçoit un appel. Ah, c'est énorme. Il était caché, le petit monsieur.
Le suspect vient d'être interpellé à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'accident. Resté dans les fourrés et dans le froid toute la nuit, Benjamin espère maintenant comprendre ce qui s'est réellement passé. Une fois à la brigade de Nemours, il obtient le fin mot de l'histoire. Ah, il a de la chance. Hein. Comme il est resté une heure caché, il est à 0,34. Il est encore très mentionné. C'est-à-dire qu'au moment de l'accident, il était indélictuel, mais c'est impossible de le prouver. Le conducteur avait de l'alcool dans le sang au moment du choc. C'est pour cela qu'il a tenté d'échapper à ses responsabilités. J'ai dû boire 3 verres. Je suis embrouillé avec ma copine. Je suis resté sur cône, j'ai fait le con. L'homme semble prendre conscience que son geste aurait pu coûter la vie à des enfants. Les larmes aux yeux, il nous raconte les minutes qui ont suivi l'accident. Quand j'ai vu que c'était un bus et tout, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, putain, peut-être que j'ai tué des gens. Et là, quand on me dit, le mec m'a dit, voilà, il y a eu des enfants, heureusement qu'il n'y a personne touché. Je suis retourné au véhicule, je me suis mis sur le bas-côté, dans la panique. Je suis arrivé au bord de la route, j'ai vu une voiture de flics, je dis, putain, ça c'est pour ma poire. Placé en garde à vue, l'homme va être présenté devant un juge. Mais avant, il est conduit à l'hôpital. Les médecins diagnostiqueront une fracture du thorax. Pour avoir causé un accident et pris la fuite, le conducteur n'a finalement été condamné qu'à plus de 1 000 € d'amende. Sa bonne foi et son casier judiciaire vierge ont joué en sa faveur. Au même moment, à presque 600 km de là, sur l'autoroute A7, en ce jour de chassé-croisé, le trafic routier est particulièrement dense. Et le patron du peloton d'Orange a décidé de mobiliser ses hommes pour faire face à cette journée. À seulement 30 ans, le lieutenant Loupré a 40 gendarmes sous ses ordres. C'est classé noir dans le sens des départs et c'est classé rouge dans le sens des retours. Dans le collimateur du lieutenant, les comportements dangereux de certains conducteurs, notamment ceux qui téléphonent au volant. Avec cette circulation, un simple moment de distraction peut causer de graves accidents. Ce que je souhaite, c'est que lors de vos liaisons entre les aires, vous ayez les gyrophares allumés. Surtout quand il s'agit de poids lourds. Si les routiers ne représentent que 2% du trafic, ils causent 15% des accidents mortels. Sur l'autoroute, Nicolas et son collègue ont démarré leur patrouille et pistent les poids lourds. Et ils ne vont pas attendre bien longtemps avant de tomber sur un chauffeur en pleine conversation, le portable rivé à son oreille. Le téléphone. Ah, il nous a pas vu, mais les gyros. Attends. Nicolas n'en revient pas. Malgré l'avertissement, le chauffeur du poids lourd poursuit sa discussion, comme si de rien n'était. Il nous avait pas vu. Quel crétin, alors, il continue à téléphoner, quoi. Mais il téléphone encore, là, non? Il téléphone. Et ce petit manège va s'éterniser durant plusieurs kilomètres. Les gendarmes décident de verbaliser le récalcitrant. Et vous attendez à ce qu'il vous explique ça comment? C'est son patron. Ça, c'est l'excuse de la... C'est mon patron qui m'appelle. C'est l'excuse la plus banale qui peuvent sortir. Ou c'est le patron ou c'est le décès d'une personne. Une intuition qui se vérifie quasi immédiatement. Je suis en train de parler avec mon patron parce qu'il me prend les couilles. J'ai ma fille qui a fait un AVC. Alors franchement, j'en ai plein mon cul. Pris en flagrant délit, le chauffeur ne se démonte pas et il hausse même le ton. Ouais, vous pouvez y aller. Franchement, je vous donne le permis. Ouais. Je vais vous donner même le camion. Je démissionne. J'en ai marre. J'en ai plein mon cul. Alors tenez, je vous donne tout. Et on arrête tout. Excédé, l'homme décide de se réfugier dans sa cabine. Nous le suivons et là, surprise, nous découvrons qu'il aurait pu s'épargner cette rencontre avec les gendarmes, qui va lui coûter très cher. C'est son boulot. Après, ça marche le Bluetooth. Regardez, il marche. Car son camion est équipé d'un kit main libre. Si j'appuie ici. Ouais, Bruno. Ouais. Attends, je te rappelle parce que je suis avec la gendarmerie qui m'a arrêté pour le téléphone. Pour ce chauffeur imprudent et désinvolte, la sanction va être sans appel. 90 € d'amende
et 3 points de moins sur son permis. Ce jour-là, sur l'A7, les gendarmes vont être particulièrement mobilisés par les routiers. Ah, tu viens de déconner, il a déjà chargé la voiture encore. 10 minutes plus tard, Nicolas et Hervé sont appelés pour un accident causé par un camion. Arrivés sur place, pas de traces du poids lourd. Seuls les 2 automobilistes victimes du routier sont là. La voiture de l'un d'entre eux est dans un sale état. Alors madame était en deuxième voiture, le semi-remorque en première, moi en troisième. Le semi-remorque, il s'est rabattu sur madame, il a chopé sur le côté, il est parti en tête à queue sur la troisième. Moi j'ai pilé, et je me suis déporté sur la deuxième, et je l'ai chopé sur le côté. Un carambolage qui aurait pu très mal finir. Et comme dans un cas sur 10, il serait dû à l'inattention du chauffeur routier. D'ailleurs, apparemment, celui-ci ne s'est rendu compte de rien. Le camion, apparemment, il a tracé. Il s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Vous n'avez pas relevé de plaque? Non, on n'a pas eu le temps. C'est de vacances, hein? On partait en vacances. Donc ça va être légèrement compromis. Car avant de pouvoir repartir, tout le monde va faire un constat sur l'aire d'autoroute la plus proche, sous le contrôle des gendarmes. Voilà, et le camion est arrêté là. Ah, mais il faut qu'il vienne. En réalité, le chauffeur routier ne s'est pas enfui. Il s'est seulement garé quelques centaines de mètres plus loin. Il va donc pouvoir rendre des comptes. Le problème, c'est que sa version de l'accident est très différente. Il s'est débordé, mais le moment où elle est la vitesse à sa droite, derrière, il se rabatte vers moi. Elle a freiné, la voiture elle a tourné, elle est partie à gauche. Selon le chauffeur, tout est de la faute de la conductrice. Et très vite, le ton monte. Sa femme s'en mêle, assise à côté de son mari au moment de l'accident. Pour elle aussi, les 2 automobilistes sont en tort. Vous avez eu de la chance d'être pas passé dessous, hein? Mais madame, j'étais au milieu. Ah non, non. Si, si. Pardon? Attendez, là, vous êtes mauvaise foi quand même. Pardon? Ouais. Mauvaise foi, je crois. J'étais à côté de votre mari. Madame était à ce niveau-là, le camion s'est déporté, le camion a tapé madame, et madame est partie en tête avec le troisième. Non, non, mais c'est bon, faut savoir comment c'est. Donc vous? Non, on a 2 témoins quand même. Hein. Ah bah écoutez, moi c'est ce que j'ai vu. Hein. Vous avez vu quoi côté passager? Qu'est-ce que vous avez vu, madame? Il m'a semblé voir donc. Vous avez rien, vous avez semblé voir alors que. On est d'accord, hein? Amiable. Vous avez votre version, d'accord, il y a des témoins, voilà. Faites le constat et basta. Finalement, grâce aux gendarmes, la femme n'insistera pas plus. Mais au moment de signer le constat, chacun reste campé sur ses positions. C'est-à-dire, moi je ne signe pas ça. Voilà, vous ne signez pas le constat. Cette affaire se terminera donc entre les assurances des 3 conducteurs. Quand les camions ne sont pas à l'origine des accidents, ils en sont eux-mêmes les premières victimes. C'est ce que va découvrir Sophie, appelée en urgence en cette fin d'après-midi. Les premières choses à faire, c'est déjà secourir. Un poids lourd vient de se coucher sur la bande d'arrêt d'urgence. La situation est spectaculaire. Si le conducteur est sorti miraculeusement indemne de cet amas de tôle, assis à côté d'un dépanneur, il est en état de choc. D'après les gendarmes, il n'était pas en état d'ébriété, ni en excès de vitesse. À cause d'une simple rafale de vent, son poids lourd serait parti en tête à queue. Le chauffeur, lui, n'a rien pu faire. Vous voyez, regardez les marques. Elle a dansé un peu plus haut, elle a commencé à chasser. Là et là, et puis d'un coup, ça s'est renversé. Hein. Je n'ai rien pu faire d'autre. Hein. Pourquoi, j'en sais rien. En cette fin de journée, 24 000 véhicules empruntent cette autoroute chaque heure. S'ils veulent pouvoir remorquer le camion, la priorité de Sophie et de ses collègues, c'est de fluidifier le trafic. En général, les gens sont assez curieux, pardon. Et ils ont tendance à ralentir. Et c'est comme ça, en fait, que se créent les bouchons. On en a même des fois qui vont jusqu'à prendre des photos, s'arrêter complètement pour prendre des photos. Chaque été, ces bouchons de curiosité sont responsables d'un accident sur 10. Un comportement qui a le don d'agacer les gendarmes. Allez! Mais un autre problème se pose très vite. Les dépanneurs ont besoin de plus d'espace pour extraire le camion de l'autoroute. Il faut donc couper une autre voie de circulation. Une opération particulièrement délicate. Pour cela, les gendarmes décident d'attendre la nuit.
Il est minuit, les dépanneurs entrent à nouveau en action. Sur l'autoroute A7, tout est calme. Seules les lumières des secours permettent de distinguer la zone de l'accident. Mets le frein de parc. Quand on va le relever pour pas qu'il descende dans le décor. Pour sortir le camion et sa cargaison de l'autoroute, la société de dépannage va toucher environ 12 000 €. Une somme payée par l'assurance du transporteur. Et vous allez voir pourquoi. Le camion, une mauvaise manipulation, on le couche comme celui qu'on est en train de relever. Ça va très très vite. Le maître d'œuvre de cette opération exceptionnelle, c'est Grégory, 39 ans. Avec seulement 2 doigts et ses treuils incassables, il peut soulever plusieurs dizaines de tonnes, comme un simple fétu de paille. Chacun de ses gestes est précis, maîtrisé. Le moindre faux pas pourrait causer un drame. Après 2 heures de travail, la remorque puis la pelleteuse qu'elle transportait sont extraites du fossé. Ce genre d'opération, on essaie de sauver le matériel, pas l'esclater plus qu'il l'est. Rien que pour notre fierté, pour l'entreprise et surtout pour les propriétaires de ce genre d'engin. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant relever le camion qui lui aussi était couché dans le bas-côté. Vu la position du véhicule et son poids, Grégory va devoir cette fois utiliser 2 treuils pour être sûr de le contrôler. Donc en le tirant en même temps, on est sûr qu'il ne partira pas plus bas. Même si le risque de voir le véhicule basculer au beau milieu de l'autoroute est mince, les dépanneurs ont complètement bloqué la circulation. Il est 2 heures du matin et malgré la fatigue, Grégory ne tremble pas. D'un doigt, il va soulever ce camion comme une plume et le déposer délicatement sur le bitume. Voilà. Magnifique. L'opération est un succès. Mais il ne reste que peu de temps au dépanneur pour quitter les lieux. Il est 4 heures du matin. Dans quelques heures, dès le lever du jour, 400 000 nouveaux vacanciers sont attendus sur l'autoroute A7. Au peloton d'autoroute d'Orange, l'enquête sur les fausses coupures écoulées dans les stations-service va connaître son épilogue. Après une nuit passée derrière les barreaux, le suspect va devoir s'expliquer. Sur les bandes vidéo saisies, les gendarmes l'ont reconnu en train d'essayer à plusieurs reprises d'écouler de la fausse monnaie. Là, vous êtes en garde à vue pour avoir donc écoulé des faux billets de 50 €. Mais comment vous prouvez que c'est moi? On a des photos de vous dans la station. Vous êtes pris au niveau des vidéos, donc on est en train de redonner donc un billet de 50 à 2 reprises. Comment vous prouvez que c'est moi qui ai donné un billet de 50? C'est une station-service, il y a 50 000 personnes qui passent dedans. Donc, comment vous prouvez que c'est moi? À cet instant, le jeune homme ne sait pas encore que les gendarmes détiennent ces images. Alors il ne se laisse pas impressionner. Mais Julie va lui montrer pour la première fois quelques photos tirées des vidéos. Je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, je vous parle, c'est pour le 6 juillet. Que là, ce jour-là, vous venez dans la boutique, prenez 2 paquets de chips, vous passez à la caisse, vous présentez un billet de 50 €, le caissier passe au détecteur et c'est un faux. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun faux billet. Il y a des billets avec des vrais billets. Voilà. Donc le lendemain, vous revenez à la station. Quand vous présentez un billet de 50 € et que le caissier le passe au détecteur, il s'avère que le billet est faux. Cette fois, le suspect ne peut plus nier. Pourtant, pour s'en sortir, il va trouver une nouvelle parade. Bah, j'ai pas des faux billets, c'est 2 billets qui ont été refusés parce qu'il y avait du scotch dessus. Donc, Hein? il y avait du scotch, mais c'est pas au détecteur. Il n'y a pas de scotch, monsieur. Enfin, peut-être sur vous voulez, mais en tout cas, sur ceux-là, il n'y a pas de scotch. Non, ceux-là, j'en reconnais pas, c'est pas moi, ça. Ce receleur présumé a réponse à tout. Alors pour le confondre définitivement, les gendarmes vont le prendre au mot et réaliser une petite expérience devant lui. Il n'y a aucune différence, scotch ou pas scotch, tout est... Vous venez voir avec moi? Je vous ai dit, dans les stations ou dans les magasins, ils ont cette machine. L'ultraviolet. C'est la première machine, mais moi je vous dis la machine comme ça, ils passaient pas, ils nous ont refusé. C'est l'ultraviolet qu'ils ont en station. Le suspect essaye encore de se justifier, mais son récit devient de plus en plus confus. Alors Julie met un terme à l'audition en abattant sa dernière carte. Un détail irréfutable. Vous avez le t-shirt que vous avez là aujourd'hui.
Je dis juste que nous, on a exploité la vidéosurveillance qui est en couleur et on voit que vous donnez des billets de 50, ce sont des billets de couleur marron. Vous les montrerez au juge et au procureur. Mais vous inquiétez pas. C'est pas un souci, vous inquiétez C'est pas un souci. Le trafiquant présumé de faux billets signe sa déclaration. Cette fois, il ne se fait plus beaucoup d'illusions sur son sort. L'homme va être présenté immédiatement devant le procureur de Carpentras. Mais pour Julie, l'issue de son enquête ne fait pas de doute. 2 semaines intenses d'enquête qui s'achèvent. Mais quand le résultat est là, ça fait plaisir. Finalement, après un bref entretien avec le procureur, le suspect a été déféré devant la justice. Pour faux et usage de faux, il a écopé d'une peine de prison de 10 mois ferme. Ces dernières années, les gendarmes de l'autoroute doivent faire face à un phénomène nouveau et particulièrement dangereux. De plus en plus de jeunes venus de toute l'Europe prennent parfois les aires de repos pour des campings, avant de faire du stop sur l'autoroute. De la pure inconscience, comme le montrent ces images prises sur Internet. Bernard et Thomas, du peloton d'Orange, viennent justement d'être appelés par un de ces groupes d'autostoppeurs égarés sur l'autoroute A9. Donc là, on vient d'être appelé pour nous signaler plusieurs piétons sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau du point kilométrique 13800. Les gendarmes doivent faire vite. Sur ces 4 voies, l'espérance de vie d'un piéton excède rarement 10 minutes. Pour éviter un accident, l'information est déjà relayée sur les panneaux lumineux. Après 20 km de route avalée à près de 170 km/h, 2 jeunes gens apparaissent au loin. Un patrouilleur est déjà sur place. Bonjour. On est désolé, on faisait du stop et on nous a laissés sur l'autoroute. Et on voulait aller à la station-service suivante. Mais là, il n'y a plus d'issue possible. On n'arrive plus à quitter cet endroit. Ces 2 autostoppeurs sont polonais et souhaitent ni plus ni moins se rendre à Barcelone, en Espagne, à 600 km de là. Comme personne ne voulait les prendre sur l'aire de repos, ils ont eu l'idée saugrenue de faire du stop sur l'autoroute. Donc là, on va mettre fin à la petite échappée de nos piétons sur l'autoroute. Les 2 jeunes gens ne semblent pas avoir pris conscience du danger qui les guettait. Chaque année sur l'autoroute, un mort sur 5 est un piéton. Mais pour ces 2-là, heureusement, le périple continue. Voyage de fou, non? Ouais, on est venu depuis Londres. Vraiment? Simplement en faisant de l'autostop. Cette fois, les 2 Polonais n'iront pas si loin. Les gendarmes vont les déposer sur l'aire de péage la plus proche. Un endroit bien plus sûr pour faire de l'autostop. Parking? OK. OK. Then. OK, but you don't walk. In the highway, okay. No problem. Ok, désolé, merci. Good luck. Thank you. En 2014, la mortalité sur les autoroutes des vacances a été la plus faible jamais enregistrée depuis 60 ans.